Pour Jean-Jacques Rousseau, seule la marche à pied permet de goûter aux joies du voyage. Le paysage se livre alors au rythme le plus adapté, laissant au marcheur tout loisir de s'arrêter où bon lui semble et de vivre pleinement son trajet entre un ici et un ailleurs. Cette vision romantique et contemplative du déplacement a son charme et ses bienfaits, mais aussi ses limites. En tout cas pour l'homme pressé, en quête de sécurité et d'absence d'aléas. D'où le succès du voyage à cheval, puis en diligence, et l'incontournable avènement du cheval de feu. Notre recherche de vitesse et de confort nous a peut-être privés de la communion avec le pays traversé cher à Rousseau. En revanche, dans le cas de la ligne Aigle-Olon-Montet-Champéry, le train a favorisé la communication interrégionale et contribué à élargir les points de vue à une époque où prévalait l'esprit de clocher. En effet, au XIXe siècle, bien des parents valaisans hésitaient à accorder la main de leur fille à un homme du village voisin. La chose devenait presque inconcevable si le prétendant était vaudois et de surcroît protestant. Dans ce contexte, l'idée même de poser des voies ferrées entre deux terres séparées par la frontière rhodanienne était donc avant-gardiste. Rousseau, piéton convaincu, aurait rejeté la mécanisation des transports, évolution qu'il aurait jugée contraire au dessein de Mère Nature. Mais nos ancêtres ont su saisir le potentiel du rail. Plus ouverts et flexibles qu'on l'aurait pensé, ils ont osé parier sur l'avenir, la technique et l'union dans l'effort. N'en déplaise à Rousseau, l'aventure du rail a favorisé de grandes pages de l'histoire récente du monde. Ainsi, la pose de voies a permis la conquête de nouveaux territoires et l'obtention de denrées lointaines. Le train a favorisé l'accès aux régions difficiles et a rapproché les populations. En écourtant la durée des déplacements, le chemin de fer a, longtemps avant l'avion et l'Internet, réduit la taille du globe. Bref, ce moyen de transport a toujours été et demeurera une composante clé de la civilisation moderne. Par ailleurs, chaque ligne de chemin de fer est unique. Le lieu même de son implantation dicte son tracé. En fait, un train de plaine ou de montagne, voire des deux, une réalisation aisée ou complexe. L'AOMC se distingue d'emblée par son parcours. 2/3 de celui-ci serpente sur sol valaisan, le reste sur territoire vaudois, une partie à Adhérence, l'autre à Crémaillère. Cette réalité illustre la volonté de longue date de jeter des ponts par-dessus ce Rhône diviseur et de rapprocher les habitants d'une même région. C'est ainsi que, depuis 100 ans, l'AOMC est à la fois train et trait d'union. À l'aube du XXe siècle, la fièvre du chemin de fer atteint la Suisse, tout comme le reste du monde. Les agglomérations du Chablais n'échappent pas à l'engouement suscité par ce nouveau moyen de transport. Chaque bourgade réalise que son développement passe par l'ouverture d'une gare. L'heure est au progrès. Le train l'incarne aussi. À cette époque, rallier Aigle à Montet impose encore un détour par Saint-Maurice. Bien sûr, on peut recourir à la diligence, laquelle, 4 fois par jour, assure la liaison Saint-Trifon-Montet, mais elle nécessite 40 laborieuses minutes. Or, en 1896, un grand projet est à l'étude. Prolonger vers l'Italie, via le Simplon, la grande ligne qui traverse la plaine du Rhône. Du coup,
un groupe de Chablaisiens demande une concession afin de construire un tramway entre le joli village de Long et la gare d'Aigle. Un comité distinct présente à Berne une requête pour la création d'une ligne Aigle-Olon-Montet. De leur côté, des citoyens de Valdilier, ayant eu vent de ce dernier projet, sollicitent une autorisation pour une ligne Montet-Champéry-Morgin. Tous obtiennent leur concession. Autant de compagnies indépendantes pourraient voir le jour. En ce qui concerne l'Aigle-Olon-Montet, les chambres fédérales approuvent les plans du tracé en 1905. Les travaux débutent alors, marqués par des péripéties notables. Initiateurs modifiant sans l'ombre d'une autorisation les plans de la ligne ou tentant d'extraire, pour leur compte, du gravier du terrain de la bourgeoisie de Montet, au lieu-dit Bœuf-Ferrand. Malgré ces aléas, la mise en service régulière de la ligne a lieu le 2 avril 1907. L'opération ayant coûté au total, ligne et matériel roulant, plus de 30 millions de nos francs actuels. Sur le Montet-Champéry-Morgin, le premier coup de pioche est donné en juin 1906. Mais le président de Valdilier, refusant que des rails courent sur sa prairie, impose la construction d'une coûteuse crémaillère que l'on paye encore aujourd'hui. Malgré ce désagrément, il s'agit d'assurer coûte que coûte l'ouverture de la ligne en 1908. Aussi, près de 700 ouvriers y travaillent d'arrache-pied. La rigueur du climat de montagne, la neige et les intempéries n'empêchent pas l'inauguration le 30 janvier, après seulement 20 mois de travaux et un budget total de près de 76 millions de nos francs actuels. Le jour J, les voix n'atteignent que Champéry. Mais si l'on en croit un discours inaugural, rallier Morgin devait être pour bientôt. Hélas, les calculs de rentabilité peu favorables, puis la déclaration de la Première Guerre mondiale, enterreront à jamais ce projet. Pour ces 4 trains journaliers, la compagnie doit se contenter d'un maigre matériel. Les 3 automotrices offrent des compartiments de 2e et 3e classe, ainsi qu'un fourgon. Une remorque fermée propose la 2e et la 3e classe. L'autre, ouverte, sans fenêtre ni chauffage, assure la 3e classe. Mais là où la diligence mettait 3h15 pour effectuer le trajet Montéville-Champéry, le train ne demande que 69 minutes. Ces rames constituent une véritable aubaine pour la vallée d'Illier, qui s'étend au pied des Dents du Midi. En effet, depuis le milieu du XIXe siècle, l'économie rurale, faite d'un mélange d'agriculture, d'élevage et d'exploitation du bois, ne subvient plus aux besoins des habitants. Certains émigrent en Amérique, tentés par les promesses du Nouveau Monde. D'autres se reconvertissent et accueillent chez eux les premiers hôtes de passage séduits par la douceur du climat, la splendeur des Alpes et les coutumes locales. Depuis que l'idée du tourisme a germé dans l'esprit de quelques Anglais en villégiature atterritée, les cimes sont à l'honneur. Elles, qui avaient jusqu'alors mauvaise réputation, ce chaos de pierre et de gouffres ne pouvant être que l'œuvre et le repère du diable. Ces cimes-là attirent désormais des foules de visiteurs. Après la construction d'une route digne de ce nom en 1865, puis d'un chemin de fer 40 ans plus tard, les paysans doivent financer la mise à l'égout et l'électrification des villages pour le seul profit des hôteliers. Une page définitive se tourne pour la paysannerie locale. Même si les femmes de la vallée continuent à porter le pantalon et à fumer la pipe, avant-gardistes sans le savoir, les sports d'été et bientôt d'hiver influenceront à jamais leur mode de vie et l'économie du lieu. Nombre de ces agriculteurs de montagne profitent du train pour aller travailler en plaine, l'industrie montésane étant en plein essor. Mais de profondes mutations ne tardent pas à affecter également Montet. Ainsi,
l'industrie florissante qu'abritait cette ville depuis 1821 disparaît peu à peu, faute d'avoir su s'équiper d'un outillage suffisant. Le futur développement de Montet ne reposera que sur les deux entreprises à avoir assuré leur croissance, Giovanola et la fabrique chimique Ciba. Lorsqu'éclate la guerre de 14, le trafic connaît une forte baisse, ce qui précipite la première crise financière de la compagnie. Bientôt la voici menacée de liquidation forcée. Après d'âpres négociations avec les obligataires, le conseil d'administration décide de ne pas déposer le bilan et d'attendre le résultat définitif de 1915. Celui-ci se boucle avec un excédent de recettes de 6 000 francs d'alors, seule ressource permettant de continuer l'exploitation. Le trafic atteint son plancher avec un peu plus de 26 000 voyageurs. La deuxième classe est presque déserte. En mars, un seul client y fait appel. Les années suivantes, la situation s'améliore quelque peu avec l'arrivée de prisonniers français malades. Néanmoins, la dette du Montet-Champéry-Morgin, MCM, augmente sans cesse. Le tribunal fédéral accepte un concordat au détriment des actionnaires qui perdent presque l'entier de leur avoir et les créanciers des montants importants. La situation reste délicate au cours des années 20. Des travaux de modernisation s'imposent malgré tout. En 1921, le terminus de l'Aigle-Long-Montet, AOM, est délocalisé à la gare du MCM du Crocheton. Le trafic stagne et la forte hausse des coûts ne permet pas de compenser les dépenses. De plus, la compagnie subit la concurrence grandissante des autocars et des camions. En 1926, elle enregistre son premier déficit d'exploitation. Auprès du Conseil d'État valaisan, elle tente, en vain, d'obtenir une réglementation limitative de la circulation des véhicules à moteur sur les routes de la vallée. À défaut, l'État lui octroie une réduction d'impôts. À l'aube des années 30, le trafic reprend une marche ascendante. Hélas, la crise économique affecte l'AOM et le MCM comme la plupart des autres compagnies de chemin de fer. Au point que, début 1939, le MCM craint sérieusement pour son avenir. Seule une politique de stricte économie et une réduction de l'effectif du personnel permet d'équilibrer le compte d'exploitation. L'annonce du conflit inspire la crainte d'une perte supplémentaire de trafic. En réalité, le transport des militaires ainsi que les restrictions imposées à la circulation routière se traduiront par un regain sensible d'activité pour les deux compagnies. Mais la pénurie de matières premières exige d'économiser lubrifiants et électricité. Il s'agit de réduire le chauffage des voitures et, malgré l'accroissement du trafic, de diminuer le nombre des trains. En 1944, le MCM décide de diversifier ses activités. Il prend à son compte le service de bus Trois-Torrents-Morgin, tenu jusqu'alors par un privé. À la fin de la guerre, l'AOM transporte 3 fois plus de voyageurs qu'en 1939. Ce fort trafic exige de rénover l'aspect technique de l'entreprise. Par ailleurs, au nom de la rationalisation, les deux entreprises décident d'unir leurs exploitations sous une même direction avant de fusionner sous la bannière AOMC en 1946. Au départ, cette raison sociale unique engendre peu de changements dans l'exploitation des deux lignes. La vétusté du matériel roulant et l'essor de l'automobile suscitent 2 interrogations. Comment rénover l'installation et faut-il remplacer le train par un service routier ? Cette menace du transfert du rail à la route planera sur l'avenir de l'AOMC jusqu'en 1982. Dans cette période d'interrogation que Rousseau, socialiste avant la lettre, n'aurait pas désavouée, le syndicat veille au grain. Ces actions, menées par l'infatigable chef de gare d'Olon Pierre Monod, dit Péponne, et ses compagnons, illustrent la volonté du personnel de se doter de conditions sociales de bon niveau.
Mais à l'époque, par exemple, le directeur de l'AOMC n'avait de salaire que s'il réalisait des économies d'exploitation. Pépon s'est battu, entre autres, pour remédier à cette situation inacceptable à ses yeux. Un programme de rénovation technique démarre en 1954. La livraison d'un nouveau matériel roulant, puissant et plus rapide, réduit sensiblement le temps de parcours. Les voyageurs affluent. En dépit de ces progrès, l'AOMC et l'ensemble des compagnies suisses de chemin de fer privées sont, dès 1955, déficitaires. Par chance, une loi entre en vigueur en 1958 et accorde à cette compagnie, entre autres mesures favorables au trafic voyageurs, une précieuse subvention d'exploitation. Entre 1954 et 1969, l'AOMC connaît d'importantes modernisations, dont l'achat de véhicules à une compagnie suisse-allemande. Malgré cela, les experts s'interrogent toujours sur le sort à réserver à l'AOMC. Pour sa part, la direction de la compagnie annonce à l'Office fédéral des transports son refus de fermer la ligne. Que faut-il penser du sort de l'Aigle Olon-Montet-Champéry ? Faut-il remplacer le train, le tram, le traquelet ou la brouette, selon le langage consacré, par un service voyageurs en 1960, l'AOMC bouclait son exercice par un 1966, le chiffre des voyageurs passe à 596 706 et le montant du déficit se situe à 500. Entre septembre et octobre 1971, le nombre des voyageurs a augmenté de 17 000 unités, soit 27%, par le seul fait de l'ouverture du centre commercial de Montet. Cette notion de déficit ferroviaire avec les petits donc en définitive maintenir ou supprimer l'AOMC. La plus grande rentabilité de ce dernier était en présence du ministère à la suppression immédiate du chemin. Montet, la plus forte appartient et nous la lui laissons volontiers. Aucun des rapports ne relève le caractère authentiquement chablaisien de la ligne. D'ici là, les autorités cantonales, vaudoises et valaisannes auront fourni leur préavis, lui-même basé sur l'opinion des communes. Il faudra patienter 11 ans et supporter 1000 remises en question avant que la commission du Conseil d'État conclue au maintien du rail sur l'ensemble de la ligne. En attendant, l'entreprise procède aux rénovations et aux corrections de tracés qui s'imposent pour garder les rames, parfois rebelles, sur les voies.
Finalement, en 1982, le Conseil fédéral se déclarera lui aussi favorable à cette solution, assurant ainsi et de façon définitive la survie de l'AOMC. Cette option, prise 5 ans avant l'émergence du concept de développement durable, révèle aujourd'hui sa pleine valeur écologique et stratégique. Au début des années 70, les installations de remontée mécanique de Champéry contribuent à augmenter la fréquentation hivernale de la ligne. Ici, comme dans les autres haltes de l'AOMC, la beauté de la nature engendre des flux touristiques importants. La diversité du Chablais, avec ses sites préservés et ses circuits de randonnée au point de vue somptueux, attire de plus en plus d'amateurs de nature et de grand air. Si le transport de voyageurs augmente, celui des marchandises chute de 6 000 tonnes à moins de 2 000 tonnes. La disparition des transports de pavés de la carrière de Valdillier et la diminution de l'abattage du bois expliquent cette situation lourde de conséquences pour l'AOMC. Aussi, des raisons économiques et stratégiques incitent l'AOMC à rejoindre en 1977 la communauté d'exploitation des transports publics du Chablais, incluant déjà les compagnies Aigle-les-Uns, Aigle CP Diableret et B Villars-Bretay, laquelle deviendra TPC SA en 1999. Par la suite, au milieu des années 80, l'AOMC fait peau neuve grâce à l'octroi d'un budget de rénovation de 26 millions de francs. La nouvelle livrée dynamise l'image de la compagnie. Et la ligne subit de grands travaux. En 1987, année où l'AOMC franchit le cap des 800 000 voyageurs, la ville d'Aigle songe, avec les TPC, les CFF et la Poste, à se doter d'une nouvelle place de la gare. Faute de moyens financiers, ce projet mettra 20 ans à voir le jour. Le XXe siècle prend fin sous de bons auspices pour l'AOMC. L'achèvement du kilomètre de voies supplémentaires de Champéry justifie une gare unique en son genre où train et télécabine se partagent le même quai. Par ailleurs, divers dispositifs réduisent le temps de parcours de 15 minutes et la suppression d'une quinzaine de passages à niveau accroît la sécurité. À la sortie d'Aigle, on s'attaque enfin, après 11 ans de discussion, à la construction de l'atelier dépôt de Anchalais. Ce vaste bâtiment de 3 étages est le fruit des attentes du personnel technique. Des compagnies étrangères le visitent afin de s'inspirer des diverses innovations qui le caractérisent. Depuis 2008, il se prête non seulement à la révision du matériel roulant de l'AOMC, mais aussi des 3 autres lignes des TPC. De leur côté, les 9 lignes de bus des TPC disposent désormais de leur centre d'entretien à Colombey-le-Grand. Au nom de l'image de l'entreprise, en 2002, les bus TPC troquent leur couleur coquelicot et vanille contre une robe alpine bleue, rouge et blanche. À la même époque, des rames flambant neuves décorées aux couleurs des portes du soleil enrichissent le parc du matériel roulant et réjouissent les amateurs de chemin de fer. En 2004, la refonte de la gare d'Aigle démarre enfin. En plus des marquises rouges, nouveaux emblèmes de la porte d'entrée ferroviaire du Chablais, apparaît le design allégé du pont du Châtelard, élargi et surélevé afin de s'intégrer au mieux à l'environnement. Janvier 2006, les TPC, à la suite des CFF, entament leur chantier de la place de la gare d'Aigle.
10 mois plus tard, le nouveau tracé de l'AOMC longe les voies CFF sur 1 km jusqu'au pont de la Vallerette, permettant ainsi d'éliminer 11 passages à niveau. Après plus de 100 ans sans grande modification, la place de la Gare d'Aigle est devenue une vaste esplanade accueillante et pratique. Sur cet espace ouvert, les flux de piétons, de voitures, de bus et de trains sont enfin délimités, d'où une sécurité accrue pour les usagers. Cet important chantier aura coûté plus de 41 millions de francs, dont 20 pour les seuls TPC. Mais la ville d'Aigle le méritait bien, puisque sa gare, la deuxième en importance après Lausanne sur la ligne du Simplon, accueille plus de 3 millions de voyageurs par année. Au fil de ce siècle d'existence, l'AOMC a surmonté tous les obstacles, remporté tous les défis. Des hommes et des femmes de bonne volonté ont, par leur travail et leurs compétences, rendu possible cette aventure ferroviaire. C'est à eux, ainsi qu'à celles et ceux qui n'ont cessé de prendre ce train, malgré les appels répétés des sirènes de l'automobile, que nous dédions ce film. Puisse chacun d'eux rester fidèle à ce train de montagne et trait d'union, l'avenir du rail étant toujours quelque peu en péril. Mais cet acteur du développement durable, peu pollueur de surcroît, conserve toutes ses chances, surtout à l'annonce de la hausse du prix du pétrole. Autant de motifs qui, tout compte fait, n'auraient pas déplu à Rousseau.